Salut à toutes et à tous, chers compatriotes, chers cadres, chers élites congolais, de partout là où vous nous suivez. Nous sommes venus vous présenter sur notre chaîne YouTube intitulée 3 avril Zambia, la toute première vidéo sur la maîtrise des fonctionnements des institutions de la République, notre pays, la RDC. Ainsi, nous vous appelons à vous abonner en masse et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer ou rater les vidéos qui sortiront de notre chaîne et d'être toujours à la page de toutes les vidéos des formations dans les différents secteurs de la vie courante qui vont sortir dans notre chaîne YouTube et de les partager au maximum auprès d'autres élites ou encore auprès d'autres compatriotes qui aimerions apprendre. Nous répondons au nom de M. Sambia Mbenga 3 avril, ingénieur civil de construction, enregistré dans l'Ordre national des ingénieurs civils sous le numéro 01184. Nous vous présentons ces modules ou encore cette formation sous le label de la structure intitulée Observatoire interdisciplinaire des cultures émergentes, OICE en sigle. Sans plus tarder, nous passons vous présenter les premiers modules que nous avions préparés pour vous, intitulés Valeurs, éthique, gouvernance démocratique et transparence dans les secteurs publics. Voilà un peu les premiers modules que nous avions préparés pour vous. Alors, il y aura beaucoup d'autres modules sur la gestion de la chose publique, mais nous commençons d'abord avec ça parce que nous estimons que ça c'est la base. Nous estimons que l'éthique c'est la base de toute gouvernance. Nous estimons que les valeurs qu'on met au sein des administrations, encore au sein de la gestion de la chose publique, c'est la base. Raison pour laquelle nous avions voulu commencer avec la base pour voir comment on peut agencer d'autres modules ou ajouter d'autres modules sur la gestion ou encore la maîtrise des institutions de la République. Le logo en bas, c'est la structure qui nous permet de pouvoir vous disponibiliser tous ces modules de formation. Voilà, nous passons par rapport au Caneva de ce que nous avions préparé ou ce que nous avions élaboré à votre disposition. Nous avions prévu 3 parties. La première partie intitulée aspects généraux ou encore la première partie parlera des aspects généraux. La deuxième partie parlera de l'éthique et la société ainsi que la troisième partie parlera de l'éthique, déontologie et professionnalisme comme fondement de la bonne gouvernance. Voilà un peu les 3 parties qui nous guidera tout au long de ce premier module que nous avions intitulé comme ça. Sans plus tarder, nous passons à la première partie qui est aspects généraux. Dans la première partie, nous avions prévu quelques points que nous essayerons d'aborder avec vous ensemble, notamment sur les premiers points qui est énuméré comme vous voyez dans l'écran, code de conduite de l'agent public de l'État. Voilà. Le deuxième point, dans la première partie, nous parlerons de l'historique code de conduite de l'agent public de l'État. Le troisième, nous parlerons des exigences ou encore les exigences fondamentales du COCAP, qui n'est rien d'autre que le code de conduite de l'agent public de l'État. Le quatrième point, nous aborderons l'originalité code de conduite de l'agent public de l'État. Le cinquième point, nous parlerons des objectifs du code de conduite de l'agent de l'État. Et puis, le dernier point, nous allons essayer d'épingler quelques notions ou encore quelques points sur les valeurs et les anti-valeurs qui sont contraires à l'éthique. Donc, les valeurs partagées qu'un agent public de l'État peut mettre en application et éviter les anti-valeurs au sein des administrations publiques. Voilà un peu les 6 points qui permettra que nous puissions acheminer ensemble avec vous dans la première partie que nous avions intitulée aspects généraux. Nous passons par rapport au premier point, le code de conduite de l'agent public de l'État. Alors, pourquoi nous sommes seulement intéressés au code de conduite de l'agent public de l'État? Parce que nous savons qu'il y en a assez. Nous donnons d'abord une définition en ce qui concerne les codes. C'est quoi un code? Ce qui a retenu notre attention. Un code, dans un premier temps, on peut dire c'est un ouvrage qui contient un recueil de préceptes sur une matière quelconque. En deuxième lieu, nous pouvons dire c'est un ensemble de règles de matière quelconque. Et en troisième, on peut dire c'est un recueil de textes juridiques généralement regroupés par matière. Donc voilà ce que nous pouvons dire des codes. Alors, il y en a
plusieurs qui régissent ou qui régulent la vie quotidienne de toute une nation ou d'une communauté quelconque, d'une communauté X ou Y. Alors, il y en a plusieurs. C'est que nous pouvons citer à titre d'exemple. Nous avons les codes forestiers, nous avons les codes miniers, nous avons les codes de circulation routière, nous avons les codes fonciers, nous avons les codes des familles, nous avons même les codes du travail, nous avons même les codes internationaux pour la sûreté des transports et des installations ou des infrastructures portuaires. En anglais abrégé, code ISPS. Donc, il y en a plusieurs. Mais ici, nous nous intéressons au code de conduite de l'agent public de l'État. Voilà la structure qui gère les codes s'appelle OCEP, Observatoire des codes d'éthique de l'agent public. Voilà, nous passons. Deuxième point, nous avions prévu de pouvoir expliquer ou encore parler de l'historique code de conduite de l'agent public de l'État. En guise d'historique, qu'est-ce qui a poussé qu'on puisse avoir aujourd'hui ce code? Ici, nous énumérons des dimensions. La première dimension, nous aurons la dimension historique où nous allons évaluer, c'est-à-dire il y a eu l'évaluation sur les contextes de création de ce code de conduite de l'agent public de l'État. Par rapport à l'évaluation du contexte de création, il y a eu des échecs sur la réforme de l'administration publique, notamment en 1973 et en 1981, où il y a eu des tentatives de pouvoir passer à la réforme de l'administration publique, mais ces deux tentatives ont été vouées à l'échec. Il y avait notamment la nécessité de pouvoir insérer de la morale, c'est-à-dire moraliser la gestion de la chose publique. Il y avait l'exigence des bailleurs de fonds afin que nos administrations puissent répondre aux critères de réajustement structurel. Voilà, il y avait encore des exigences de conformité, c'est-à-dire nos administrations doivent être conformes à la charte africaine de la fonction publique. Voilà, parce qu'il y a une charte au niveau de l'Afrique qui gère la fonction publique. Donc voilà un peu par rapport à la dimension historique dans les codes de conduite de l'agent public de l'État. Alors la deuxième dimension, c'est la dimension juridique. En ce qui concerne la dimension juridique, il appartenait au pouvoir public de pouvoir prendre des mesures courageuses ou encore des décisions sur la promulgation, premièrement, du décret loi numéro 017 par 2002, code du 3 octobre 2002, portant code de conduite de l'agent public de l'État. Voilà là, nous signalons en passant qu'en 2002, cette promulgation est intervenue pendant le gouvernement de la transition, c'est-à-dire le gouvernement de 1+4, et puis en deuxième lieu, c'était la promulgation du décret numéro 075/2003 portant organisation et fonctionnement d'un service public de l'État dénommé Observatoire du Code d'éthique professionnelle. Voilà ce que nous avions illustré auparavant, c'est OCEP, c'est-à-dire Observatoire du Code d'éthique professionnelle. Voilà un peu par rapport à la dimension juridique, ce que nous pouvons parler de l'historique du Code de conduite de l'agent public de l'État. Sans plus tarder, nous passons encore au point 3 que nous avions prévu de parler avec vous sur les exigences fondamentales du COCAP. Quelles sont les exigences fondamentales qui a fait en sorte que nous ayons le Code de conduite de l'agent public à ce jour? La première exigence, c'était sur la volonté politique du gouvernement d'insérer la morale au sein de l'administration ou encore au sein de la gestion de la chose publique. Donc, il a fallu moraliser la gestion de la chose publique. C'est parmi les exigences fondamentales. La deuxième exigence, c'est la conditionnalité des bailleurs de fonds. Les institutions de Bretton Woods nous posaient de multiples conditions, notamment c'était la Banque mondiale et les Fonds monétaires internationaux. Ce sont là les exigences qui ont fait en sorte que non, ces codes puissent avoir lieu. La troisième exigence, c'est les recommandations de la Charte africaine de la fonction publique. Nous avions parlé de ça tantôt. Il y a la quatrième exigence, c'est la mise en place des structures de pilotage des réformes de l'administration publique. Voilà un peu en quelques termes, en quelques points, les exigences fondamentales qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui nous parvenons à avoir un code d'éthique professionnelle ou un code de conduite de l'agent public de l'État. Alors nous disons, il y a
a plusieurs agents publics de l'État qui sont au sein des différentes administrations. Il y a les agents sous statut, il y a les agents sous mandat, donc il y en a autant. Nous reviendrons plus tard, nous reviendrons encore avec d'autres vidéos pour vous donner des nettes précisions, encore des détails, des amples détails sur les différents agents au sein des administrations publiques. Mais ici, nous parlons des agents publics de l'État d'une façon globale ou d'une façon générale. Voilà, nous passons au point 4 qui est l'originalité du code de conduite de l'agent public de l'État. Quelle est l'originalité? Ou alors, quels sont les aspects qui ont marqué l'originalité de ce code de conduite de l'agent public de l'État? D'abord, un code d'éthique unique pour l'ensemble des agents publics de l'État. Parce que nous venons de dire tout de suite là, il y a plusieurs types d'agents publics de l'État. Nous avons donné même l'exemple, les agents qui sont sous carrière, sous statut, disons, sont les agents de carrière, et il y a des agents qui sont aussi sous mandat, donc comme les agents qui sont élus pour un mandat d'autant d'années. Alors, il y a plusieurs agents au sein des administrations, raison pour laquelle ces codes voulaient qu'il y ait une originalité sur un code d'éthique unique. On ne voulait pas avoir un code spécialement pour les agents sous statut et un autre code pour les agents sous mandat ou encore des agents XY. Donc, ce point-là marque une originalité. On voulait qu'il y ait un code unique. La deuxième originalité, qu'on puisse en finir avec les catégories hors cadre. Parce que auparavant, si vous arrivez dans nos administrations, il y avait d'autres autorités ou encore d'autres personnes au sein des administrations qui n'avaient pas de catégories. Donc, ils n'étaient pas catégorisés par rapport au grade ou aux fonctions. Il y avait toujours des rubriques qui omettaient des agents hors catégorie. Alors, l'avènement de ces codes a permis à ce que tout le monde soit au moins catégorisé au sein des administrations publiques. Voilà un peu la deuxième originalité. La troisième, c'est par rapport à la promulgation des décrets-lois exclusivement réservés à l'éthique et à la bonne gouvernance. Voilà, nous avions intitulé notre module aussi la bonne gouvernance. Plus loin, nous parlerons encore de la bonne gouvernance dans ces modules. Et il y a la suprématie du code de conduite sur d'autres statuts. C'est-à-dire que les codes de conduite soient un peu supérieurs à d'autres statuts au sein des administrations. Donc, voilà un peu les cinquièmes point, c'était par rapport à la révalorisation du ministère de la fonction publique. Parce qu'à l'époque, notre ministère n'était plus adapté, raison pour laquelle vous avez suivi, nous avons parlé des exigences. Donc, par rapport à l'originalité, c'était aussi dans les soucis de pouvoir rendre un peu valorisé notre ministère de la fonction publique au niveau de notre pays. Voilà par rapport au point 4 qui regroupe un peu de façon synthétique l'originalité du code de conduite de l'agent public de l'État. Nous passons au point où nous parlons des objectifs du décret-loi qui a été promulgué en 2002. Quels étaient les objectifs poursuivis par ce décret-loi? Il y avait d'abord ce que nous avions parlé tantôt, de moraliser la gestion de la chose publique, c'est-à-dire insérer un peu de la base morale. Pour faire notre exposé des motifs avant les derniers alinéas où nous avions parlé de pouvoir moraliser la gestion de la chose publique, insérer un peu de la morale, mettre la pratique morale au sein de la chose publique. Le deuxième objectif poursuivi par cette loi qui a été promulguée, c'était de préciser les règles de conduite en matière d'intégrité morale et d'éthique professionnelle. Raison pour laquelle on avait mis cette structure-là de l'OCEP, Observatoire des codes d'éthique professionnelle, en place. C'est toujours parmi les objectifs du décret-loi. Il y a le troisième objectif, c'était aider l'agent public de l'État à respecter ces règles. Voilà. Le quatrième objectif, c'était de favoriser l'amour du travail et la gestion de la chose publique. Ainsi, le cinquième objectif de ce décret-loi, c'était de lutter contre les antivaleurs dans les milieux socio-professionnels. Voilà, par rapport à ce point 5, je crois que c'est un point qui nous a aussi beaucoup tiqué, parce qu'à ce stade, à ce jour, nous constatons beaucoup d'antivaleurs au sein de nos milieux socio-professionnels. Or, tous ces mots sont repris dans les objectifs du décret-loi qui a été promulgué en 2002, mais aujourd'hui, ça gangrène nos milieux socio-professionnels, notre société, notre communauté. Donc, nous avions voulu parler un peu plus sur les valeurs et les antivaleurs qui gangrènent notre société pour que nos compatriotes, de partout là où vous vous retrouvez, vous puissiez vous mettre ça en application et éviter ce qui est à éviter, appliquer ce qui est bon pour rendre mieux les services à la nation. Donc voilà, nous passons sur la manifestation de l'engagement politique du gouvernement. Quel a été l'engagement politique que le gouvernement de transition à l'époque a manifesté? Le gouvernement s'était engagé sur le plan de l'éthique et
de la morale, à lutter contre la corruption, le blanchissement de l'argent sale. À cet effet, l'action du gouvernement aura comme épine dorsale les codes d'éthique de la fonction publique et la loi sur le blanchissement de l'argent sale. Donc, c'était ça l'engagement politique du gouvernement de transition à l'époque, qui a été mis en place par le président honoraire, le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, qui avait prononcé son discours programme devant le Parlement de transition le 2 décembre 2004. Voilà un peu l'engagement politique que le gouvernement avait pris à cette époque en ce qui concerne la gestion de la chose publique au sein de nos administrations. Voilà, nous passons au point 6 où nous avions prévu de parler sur les valeurs partagées et les anti-valeurs contraires à l'éthique. Alors, quelles sont les valeurs partagées ou les pratiques qui sont liées à l'éthique professionnelle? Voilà, nous avions énuméré quelques-unes. Nous avons le dévouement, nous avons la ponctualité, nous avons la rigueur, nous avons la responsabilité, l'honnêteté, l'intégrité, l'équité. Nous avons au point 8 la dignité. Au point 9, nous avons l'impartialité. Au point 10, nous avons la loyauté. Au point 11, nous avons le civisme, la courtoisie. Et le point 13, nous avons les devoirs de réserve. Donc voilà un peu quelques points ou alors quelques valeurs ou les pratiques liées à l'éthique qui nous a tiqué de pouvoir partager avec vous. Ce sont là les valeurs qu'un agent public de l'État, s'il les met en pratique, je crois qu'il n'aura pas assez de problèmes dans son poste d'attache ou encore dans sa fonction régalienne. Voilà, nous passons, nous pouvons ajouter un petit mot par rapport aux valeurs, c'est-à-dire tous ces valeurs-là sont repris dans les articles 6, 8, 9, 16, 18, 19, 20 et 21 du Code des conduite de l'agent public de l'État. Toujours dans les valeurs qui sont partagées, nous ajoutons l'article 8 qui ajoute encore l'engagement éthique. L'article 9, alinéa 5 de ce code qui parle de la déclaration du patrimoine ou les devoirs de transparence. Voilà. Il y a beaucoup d'autorités ou encore des agents qui ont de hautes fonctions au sein des administrations ou au sein de notre pays. Une fois promis, ils sont obligés ou ils sont dans l'obligation de pouvoir déclarer leur patrimoine dans les instances judiciaires compétentes. Alors, les instances judiciaires compétentes sont censées recevoir leur déclaration à l'entrée de leur mise en fonction, tout comme à la sortie. Donc, ce sont des pratiques ou encore des choses qui régulent le bon fonctionnement de nos institutions. Alors, tout agent qui a été promis, qui ne déclare pas son patrimoine, se verra avec beaucoup de problèmes à la suite. Donc, ce sont les devoirs de transparence qui permettent à ce que nos administrations encore, nos institutions, que ce soit politiques ou tant d'autres institutions du pays, puissent être bien en forme. Ce sont là les valeurs d'un agent public. Voilà, l'article 16 parle de la bonne gestion des ressources publiques. Il y a l'article 18, toujours dans les valeurs, qui parle de l'attitude face à une tentative de corruption. Alors là, nous en profitons pour marteler que la corruption, c'est un anti-valeur. Quelle est l'attitude qu'une autorité ou encore un agent qui est dans un poste d'attache, tout ça qui est dans une fonction publique, que ce soit dans quelle administration, peut prendre face à une tentative de corruption. Donc, ce sont des mots qui gangrènent. Il y a l'article 19 qui parle de la courtoisie. Donc, on doit être courtois face à ses administrés aussi ou à ses collaborateurs. Il y a la disponibilité qui est reprise dans l'article 20. Il y a aussi l'article 21 qui parle de l'encadrement de ses collaborateurs. Nous assistons ces jours d'autres autorités qui ne savent pas comment encadrer ses collaborateurs ou alors ses subalternes. Donc, c'est très important ce que nous énumérons. Chers élites, chers compatriotes, vraiment tenez-en, donnez beaucoup d'importance à ces petites histoires ou encore à ces petites choses que des fois nous ignorons, que des fois nous ne prêtons pas attention, mais ça complique beaucoup de personnes dans l'exercice de leur fonction. Nous passons aux antivaleurs. Les antivaleurs ou les pratiques contraires à l'éthique auxquelles il faut renoncer. Quelles sont les antivaleurs? Voilà, nous arrivons au point saillant des antivaleurs. Nous avons d'abord la corruption. Nous venons de le dire tout de suite là. C'est un antivaleur qu'il faut renoncer. Nous avons la concussion. Nous avons tous ces antivaleurs. La fraude, le népotisme, le clientélisme. Au point 6, nous avons les trafics d'influence. Au point 7, nous avons la prise illégale d'intérêt. Au point 8, nous avons le blanchissement d'argent sale. Au point 9, nous avons les pantouflages.
Au point 10, nous avons les conflits d'intérêts. Au point 11, les cumuls de fonctions. C'est terrible. Nous avons encore l'enrichissement illicite. Nous avons les harcèlements moraux, les harcèlements sexuels. Et puis, les points 15, nous avons l'abstention coupable. Donc voilà un peu ce qui a retenu notre attention en ce qui concerne les antivaleurs que nous estimons qui gangrènent notre société, ou encore des mots auxquels il faut renoncer pour ne pas tomber dans les pièges de mes gestions. Voilà. Nous parlerons un peu plus en détail par rapport à chaque antivaleur parce que les valeurs, nous essayons de les mettre en application, mais les antivaleurs, nous essayons de marteler sur ça pour permettre à tout compatriote de pouvoir intérioriser et une fois dans une fonction ou encore là où il se retrouve dans son poste d'attache, puisse essayer d'éviter pour ne pas se créer beaucoup d'ennuis dans l'exercice de ses attributions. Voilà la corruption. Qu'est-ce que nous pouvons dire de la corruption? C'est une offre qui se produit lors d'une activité liée à l'exercice de vos fonctions officielles qui sont conformes aux règles de courtoisie, d'hospitalité ou des protocoles. N'est pas ou ne semblez pas compromettre votre intégrité ou celle de votre organisation. Voilà. Le point D, la concussion. La concussion, c'est tout simplement exiger ou percevoir une somme qui n'est pas due. Le troisième point, la fraude, c'est accorder un avantage par voie détournée ou manipulation des données, usurper des biens ou services appartenant à l'État. Donc nous devons éviter, c'est la fraude. Nous avons le népotisme. C'est encore drôle. Procurer des avantages, des emplois à sa famille, à ses amis. Alors, ces avantages sont des avantages illicites qui sont, par exemple, engager le personnel sur base d'affinité. Créer des postes en faveur d'amis et des membres de sa famille. Leur accorder des promotions indues. Donc, ce sont des genres de mots qui rongent notre société. Alors, si nous essayons un peu d'éviter au maximum ce genre de pratiques, nous allons constater que nous allons vivre en paix et puis nous allons travailler en toute efficacité, en bon escient et puis nous allons rendre service à la nation d'une bonne façon. Le cinquième point, c'est le clientélisme. Ça c'est encore plus pire. C'est-à-dire accorder des avantages indus pour fidéliser les personnes et en faire ses obligés. Ces pratiques sont, par exemple, les recrutements sur la seule base d'affinité politique. Là, les partis politiques veuillez nous excuser. Nous nous s'acharnons pas contre vous. C'est vos droits, mais il faut qu'il y ait des critères aussi d'acceptabilité ou encore des critères de mérite, même si c'est un agent ou encore un cadre du parti. Mais quand vous le faites en toute transparence, nous osons croire qu'il n'y aura pas assez de problèmes. Assurer l'impunité d'amis politiques coupables. Oui. C'est ce que nous constatons dans nos administrations ou encore dans notre société, la création de postes en faveur d'amis politiques, l'excès dans le clientélisme, l'orientation de l'aide sociale aux populations de son appartenance politique, favoriser sa province dans les choix d'implantation d'un projet de développement au détriment des sites plus appropriés. Nous le constatons. Si tel est arrivé au pouvoir, il ne voit que sa province ou sa ville natale ou encore son village ou son territoire. Donc tous les projets du gouvernement, même si le site qui a été approprié, ce n'est pas son territoire, mais vous verrez, le projet ne va plus s'appliquer, tout simplement parce que son territoire n'est pas repris. Alors, nous devons éviter ce genre de pratiques pour pouvoir faire avancer notre pays en bon escient. Le trafic d'influence, user de son influence réelle ou supposée pour faire obtenir une faveur à quelqu'un contre une rémunération ou un avantage. Voilà, ce sont les antivaleurs. Le point 7, il y a la prise illégale d'intérêt. Recevoir ou conserver un avantage indu dans une opération entreprise dont il a l'administration ou la surveillance. Donc là, c'est la prise illégale d'intérêt. Il y a le blanchissement d'argent sale. Ça, les politiciens, vous devez nous pardonner parce que ces pratiques sont les plus souvent mises en application par les politiques. Introduire des capitaux d'origine illicite dans les circuits financiers, bancaires régulés pour effacer l'illicéité qui entache leur origine.
Ça, c'est une mauvaise pratique. Vous arrivez dans une poste de responsabilité, vous détournez et puis vous régulez encore cette somme détournée dans les circuits de vos activités, dans les circuits bancaires, dans vos activités agricoles, dans vos activités, que dirais-je encore, pour transformer cet argent-là, pour dire que non, vous êtes entrepreneur, vous êtes qui c'est ce soir. Donc, c'est une mauvaise pratique. Nous les connaissons. Alors, nous avions voulu émettre ce genre de mots ou encore ce genre de pratiques, partager au maximum avec des compatriotes pour que nous puissions éviter ce genre de pratiques qui ne nous aident pas à pouvoir avancer très bien dans notre pays. Voilà. Il y a le point 9 qui parle des pantouflages, la migration d'un fonctionnaire du secteur public vers le secteur privé après trahison des intérêts de l'État. C'est pas bien. Ces manifestations sont agissements malhonnêtes, injustes et partiels en vue des projets d'avenir et des offres d'emploi externes. Divulgation des secrets professionnels par les anciens agents publics de l'État au profit des intérêts des privés. Les ex-fonctionnaires influencent leurs homologues encore en activité pour obtenir des faveurs ou des informations confidentielles. C'est pas bien, c'est le pantouflage. C'est un antivaleur, il faut éviter. Nous avons les conflits d'intérêts, l'existence d'une contradiction entre les intérêts personnels directs ou indirects et c'est relevant de ces fonctions. Nous avons les cumul de fonctions. Ça, c'est encore un autre. Exercer concurremment la fonction publique avec d'autres activités professionnelles incompatibles. Ça, c'est encore plus pire dans notre pays où nous avions vu, il y a des gens qui veulent se retrouver dans plusieurs pouvoirs. Mais nous savons qu'il n'y a qu'un seul pouvoir dont l'exercice est séparé. Nous avons les pouvoirs exécutifs, les pouvoirs législatifs, les pouvoirs judiciaires, mais il y a d'autres qui sont dans les pouvoirs exécutifs. Ils sont élus. Au lieu d'aller siéger dans les pouvoirs législatifs, ils veulent rester dans l'exécutif, en même temps être dans les législatifs. Et ils ont introduit une requête dans les pouvoirs judiciaires si on peut leur accorder une faveur de pouvoir cumuler les fonctions, de cumuler. Vraiment, chères autorités, nous sommes en train de vous observer et c'est pas bien. Notre module ne s'acharne pas contre vous, c'est juste une observation. Alors, nous avions voulu partager avec d'autres compatriotes que nous ne poussons pas tomber dans ces pièges-là parce que ça nous qu'est-ce que je peux dire, ça nous discrédite et puis ça nous fait un peu de la honte. Donc, le cumul des fonctions, c'est aussi un antivaleur que nous devons éviter. Il y a l'enrichissement illicite, augmentation substantielle des biens sans justification au regard de ses revenus légitimes. Raison pour laquelle nous avions énuméré un point dans les valeurs, la présentation du patrimoine. Donc, c'est pour éviter ce genre de mauvaises pratiques qu'on appelle enrichissement illicite, disons. Donc, il y a le harcèlement moral, malveillance formulée de manière délibérée et répétée à l'endroit d'une personne pour la déstabiliser moralement et la frustrer. Chères autorités ou chers compatriotes, là où vous vous retrouvez, même si vous êtes en conflit avec votre collaborateur, il ne faut pas chercher à les déstabiliser moralement. Parce que et vous et l'intéressé, vous tous vous rendez service à la nation. Quand vous déstabilisez l'autre, il ne pourra pas bien travailler et la nation est toujours en péril. Alors, essayez de régler au maximum vos contentieux pour ne pas nuire à la vie de la nation. Il y a ce que nous appelons les harcèlements sexuels. Là, je n'ai pas assez de commentaires. Tout le monde en maîtrise plus que moi. Abuser de l'autorité conférée par une fonction pour obtenir une faveur sexuelle. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est un antivaleur. Il y a l'abstention coupable, le 15e antivaleur que nous avions retenu, c'est-à-dire retarder ou retenir sans motif valable les règlements des fonds destinés au paiement des rémunérations et créances dues par les services publics. Voilà pour cette première partie. Nous arrivons à la fin de l'apprentissage sur la première partie. Merci pour votre attention soutenue et votre brillante participation. Toutefois, nous tenons à vous dire ceci. Abonnez-vous à masse et surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer ou rater des vidéos ou des récentes vidéos qui viendront encore vous apporter quelques prérequis ou alors quelques notions de base que vous avez oubliées, que vous connaissez déjà, mais vous ne tenez pas, vous ne prêtez pas attention pour que vous puissiez être toujours efficace ou efficient dans dans vos fonctions ou encore dans l'exercice de vos attributions. Alors, nous tenons à vous remercier pour
cette participation. S'il y a des questions, s'il y a des recommandations, s'il y a des observations, nous sommes très ouverts et nous sommes disponibles à échanger avec vous. Vous pouvez nous laisser des commentaires ou vous nous écrivez dans notre chaîne. Nous allons toujours y prêter attention et voir comment est-ce qu'on pourra améliorer et pouvoir avancer ensemble. Abonnez-vous pour aujourd'hui. Je vous dis ciao, on se retrouve à la prochaine.